Édition de notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons continuer notre discussion avec Dr Houda Bouchedi. Bienvenue encore une fois à notre programme. Alors, la semaine dernière, nous avions clôturé notre édition en parlant du grand projet du réacteur nucléaire en Égypte. Nous avons parlé des doutes des Égyptiens ou des craintes concernant ce réacteur. Vous, comme expert, vous avez parlé de comment bien maintenir le projet. Vous avez donné des détails. Aujourd'hui, nous allons continuer avec vous en parlant de la performance des Égyptiens qui vont gérer le réacteur. Je vais vous raconter l'histoire de la Corée. Ils ont commencé avec 3 stations nucléaires. C'était turnkey, c'était juste vous donner une voiture prête et il y a même le chauffeur qui va les conduire. Dans la deuxième phase des stations nucléaires coréennes, ils ont participé dans la construction et les employés sont tous des Coréens. Dans la troisième phase de station nucléaire coréenne, ils ont commencé à faire le design, le planning et tout le fonctionnement et la construction, c'est avec les Coréens. Les 3 derniers, les 12, 3, 11, 10 et 11 et 12, c'est le design, c'est coréen, le manufacturer, c'est coréen et sont tous des Coréens et même les gens qui font fonctionner tout. Et la construction a été faite complètement par des Coréens. Et on a un proverbe français qui dit « petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Alors, petit à petit, il faut savoir qu'on ne va pas participer dans la première station 100%. On va apprendre, il y a des gens qui sont vraiment qualifiés. La construction sera en collaboration avec les Russes. Peut-être en deuxième phase, ça sera à 100% des Égyptiens. Les vents qui ont opéré et la deuxième station, ça sera des Égyptiens. Et pour la troisième, je vous assure que tous les experts sont là et seront parfaitement entraînés pour opérer nos stations nucléaires. Et quelles seront les mesures de sécurité déployées afin de garantir que les incidents ne se répètent pas? Les mesures de sécurité, je crois qu'on n'a pas besoin de tout l'entourage qui existe autour de Dabra, mais c'est 5 km, le diamètre c'est de 5 km, c'est trop. C'est pour donner de l'espace, en plus de sécurité et de temps pour évacuer si n'importe quoi arrive. En plus, la génération de la station nucléaire, c'est génération 3++. C'est contenu à l'intérieur d'un containment, là où même si un avion vient vraiment faire du kamikaze dans la station, rien n'arrivera. Alors c'est bien calculé et la place où la station sera faite ou construite est juste à côté de notre mer pour refroidir, le système de refroidissement pour la station. Et le vent, si vraiment il y aura quelque chose de terrorisme, ça ne sera pas vraiment accessible. C'est sécurisé en forme de sécurité, c'est sécurisé en technologie et les experts, ils sont en train de former des experts, des employés. Il y a une école à Dabra qui a été construite il y a 2 mois ou 3 mois pour former les élèves. C'est comme du vocational, ce qu'on appelle vocational training. Pour les techniciens? Simplement des techniciens qui travaillent, des techniciens simplement formés pour les stations nucléaires. Parce que là aussi, il faut les former, trouver des gens qui ne sont pas de problèmes psychologiques, parce que là, c'est dangereux. Il faut choisir des gens aussi qui habitent, parce qu'on ne peut pas avoir des employés qui retournent et qui changent chaque année. Il faut avoir... Les employés doivent rester juste à côté de la station avec leur famille. Alors, il y aura... les mesures, ils sont en train de faire les bonnes mesures et je suis sûre et certaine
que notre planning est comme il faut. Docteur Hoda, je voudrais bien vous poser une question concernant votre carrière, votre profession. C'est un domaine dominé par les hommes. Vous, comme femme qui avez choisi de travailler comme expert, comme scientiste dans un domaine physique nucléaire, est-ce que c'était difficile? Comment vous avez pu vous affirmer à travers ce monde masculin? J'ai posé cette question il y a peut-être 12 ans à une femme à l'école polytechnique militaire à Paris, qui était la première femme qui rentre à l'école militaire en France. Elle m'a dit, elle était jeune et belle, et lorsqu'elle est rentrée à l'école militaire d'ingénierie, les hommes ont dit « Ah, c'est la nouvelle secrétaire ». Alors elle a décidé, dès cet instant, de s'habiller comme les hommes pour affirmer à ces hommes qu'elle est équivalente et qu'elle n'est pas, elle n'est pas en train de saboter ou ses habits pour impressionner les hommes. Elle a travaillé très bien, elle a eu des enfants, elle est très connue, je ne vais pas dire son nom, pour garder ses souvenirs. Et moi aussi, ce n'était pas si facile. En Égypte, ce n'est pas si facile. On dit que les femmes sont jalouses d'une belle femme, mais les hommes aussi, ils sont jaloux d'une femme qui est forte et qui est ambitieuse et qui a bien arrivé à son but. Les gens sont jaloux et ils n'acceptent pas. Et j'étais confrontée aussi par des mots qui sont vraiment méchants. Parfois, on me dit que je me comporte comme un homme et parfois, on me dit est-ce que ton mari te voit beaucoup, c'est pas leur affaire. Et il y a des gens qui me disent aussi, est-ce que tu es bien connecté pour avoir tous ces positions? Je ne suis pas connectée, je travaille simplement et je suis très concentrée sur ce que je veux. Je sais vraiment ce que je veux et je travaille sur une ligne droite. Je ne tourne pas autour de moi, mais c'était pas si facile. Aussi pour garder une bonne famille, en bonne relation avec partout. J'ai pris mon enfant lorsque j'étais à l'école polytechnique, il avait 8 ans. Je n'ai pas laissé mon enfant. Et je devais choisir le temps où il a fini ses écoles parce qu'il est un anglophone et les vacances de mi-année pour aller, tous ces gens, pour ne pas laisser un enfant ou laisser mon mari. On était si jeunes et puis j'ai accompagné mon mari aux États-Unis, j'ai enseigné là-bas, j'ai cédé les recherches pour le temps où mon mari faisait ses études. Alors il faut être en équilibre pour savoir comment réussir et pas réussir toute seule, mais réussir toute la famille. Avoir une famille vraiment en équilibre. Même si c'est la vision des individus, on peut dire que ce n'est pas la vision ni de l'État ni du gouvernement. Non, c'est heureusement, dans notre conseil présidentiel, il y a 6 femmes et 5 hommes. Et les femmes sont vraiment fortes. Et on a parlé à plusieurs fois avec Monsieur le Président et il nous a dit il compte sur les femmes parce qu'on a compté vraiment sur les hommes beaucoup de temps et on n'a jamais donné place aux femmes pour exceller et il croit que c'est les femmes égyptiennes qui vont avancer notre société et il nous appelle les al-Fodlayat, al-Azimat, c'est-à-dire les gracieuses, les grandes. Non seulement vous avez consacré votre temps aux recherches et aux études, quand même vous avez un goût artistique et un talent artistique depuis longtemps. On a parlé que j'ai vécu au centre-ville, là où il y avait les voisins de ma mère. Il y avait un metteur en scène très connu, il s'appelait Hussein Helmi Mohandes. Il adorait la musique, et il composait de la musique. Il a même fait une chanson pour Faiza Ahmad. Et je voyais souvent chez lui Magda Sabah et
et Rochdi Abaza et les grands acteurs de l'instant. Et juste dans un étage éloigné de mes parents, il y avait un cartooniste très connu, un caricaturiste, il s'appelait Zohdi El Adawi. C'était aussi un autre artiste où il y avait les gens qui faisaient le carton, le caricature égyptien comme Mustafa Hussein et Gom'a et les Telmiseni et Jahin. Et c'était magnifique. Il y avait deux écoles, capitalistes et aussi communistes. Alors je voyais les gens, comment ils pensaient, et des salons artistiques à côté de moi. Et j'avais aussi accès à leur bibliothèque. Alors j'avais des bibliothèques artistiques en musique et en art. Je voyais souvent Fellini et Stanley Kubrick. En même temps, il y avait des cartons et de la musique russe et des gens qui étaient socialistes et Engi Aflatun et plusieurs artistes très connus et peintres connus qui allaient. Même j'ai vu Ayed, Adham et Wenli, leur peinture et les écoles artistiques, c'était magnifique. Je faisais de la peinture, j'entendais de la musique, ma mère jouait de la musique et chantait, et c'était vraiment... Et mon père, il était scientifique, mais il écrivait aussi de la poésie. Alors c'était vraiment une vie très sociable, avec des gens très comme il faut, et en même temps mes parents ils aimaient danser. Alors là où ils rentraient de leurs travaux vraiment fatigués, mon père et ma mère mettaient les chaises à côté et ils commençaient à danser le valse ou un tango sur la musique de Dalida, I Found My Love in Portofino, ou peut-être Come Prima. C'était magnifique. C'était une bonne enfance. J'ai grandi là où il y a les gens qui appréciaient la musique et la science. Alors les rumeurs parlant de la femme forte qui n'a pas le temps pour vivre, qui n'a pas vraiment le temps pour fonder une famille et pour réussir sur ce plan, ce sont des mensonges puisque vous êtes marié avec un collègue professeur, c'était une histoire d'amour et je voudrais bien savoir comment vous avez bien réussi votre vie conjugale pour 25 ans actuellement. C'est une très bonne idée, c'est là. Il faut choisir la personne qui vous apprécie. Quand j'étais à l'université, j'ai rencontré quelqu'un et on m'a dit qu'il y avait un monsieur, il était plus âgé par un an et on m'a dit qu'il y a ce monsieur-là, il est vraiment doué, il était le premier de sa promotion. De sa promotion. Alors j'ai pensé, il faut le savoir, le connaître. Il était vraiment un peu bizarre, il portait des lunettes. On portait tous les deux des lunettes, de grandes lunettes. Là, on sent vraiment des élèves studieux. Alors, j'ai dit, OK, je vais parler avec lui. C'était en hiver et ce monsieur, il a déchiré son verre en plastique en forme de parapluie. Et j'ai dit, vraiment, il est bizarre. J'ai parlé avec lui, il m'a dit, ah bon, c'est toi qui me dis, on m'a dit que tu es vraiment très bien en mathématiques et est-ce que c'est Loda? J'ai dit, et c'est toi qui s'appelle Ahmed? Il m'a dit, oui, c'est moi. Et puis, j'ai dit, mais, OK. Et qu'est-ce que ta mère fait comme travail? Parce qu'il portait un pull au vert très bien fait, parce que moi, j'aimais faire des pulls en tricot. Et ma mère, elle est elle a fait des études en beaux-arts, elle dessine et elle travaille dans le ministère des Shabab ou Riyada, de la jeunesse du sport. J'ai dit, OK, alors ta maman, elle aime les arts comme moi, c'est bien. Elle m'a dit, et toi, ton père fait quoi? Et j'ai dit, mon père, c'est un chimiste. Elle m'a dit, ah, une famille de scientifiques.
Et puis, je rentre à la maison, je dis à mes parents, il y avait un monsieur qui m'a dit, est-ce que c'est toi la première? Et mon père, il m'a dit, ok, je crois qu'il est intéressé. Et je parlais, je disais tout à mes parents. Je veux le voir simplement. Et la seconde journée, mon père a passé à l'université, il a regardé mon mari, et puis, oui, vous êtes, c'est bien, il est intelligent, vous allez taper chacun sur les nerfs de l'autre. Parce que vous êtes, vous les deux, vous aimez la science et ça ne sera pas facile. Et j'ai dit, mais papa, c'est un collègue. Il m'a dit, je vois plus avancé que ça. Et puis, on a passé une vraiment très bonne amitié pendant les 4 années. Et après ces 4 années, mon mari, il voulait me fiancer. Mon père, il a refusé complètement. Il m'a dit, je veux que tu sois vraiment comme tu es toujours la première, que tu continues à être comme ça. Je ne veux pas, vous êtes des amis, mais je vous dis, il ne faut pas sortir hors de l'université, tu ne le connais pas. J'ai dit, ok, je vous propose de faire ça. Alors pendant les 4 années, on était vraiment de bonnes amies. Après qu'on a terminé nos études, là on fait notre fiançailles et puis mon père, il a fait une autre règle. Vous n'allez pas vous marier si tu ne termines pas tes études de magistère. Et là, maintenant, après 25 ans de mariage, je comprends mon père, qu'est-ce qu'il voulait faire. J'ai terminé mes études de magistère et je me suis mariée. Je voulais terminer si tôt pour me marier. Et je pars avec mon mari aux États-Unis et les choses, c'était pas si facile avec un enfant. J'ai terminé mes études doctorales avec un enfant, c'était un peu difficile. J'étais pas en retard. Et là, après un enfant, j'ai dû rester à la maison 4 ans avec mon doctorat pour prendre soin de mon fils. Et je suis contente et je ne regrette pas que j'ai raté 4 ans de ma vie pour être une bonne maman et pour être un être humain. Je ne considère pas une perte de temps parce que là, quand j'étais avec mon fils, j'ai joué avec lui. Et j'ai regardé tous les musées d'art et de musique et de statues et de peinture aux États-Unis lorsque j'étais une femme qui ne travaille pas et qui simplement s'occupait de sa famille. En même temps, mon mari a continué ses études et a terminé son doctorat. Pendant ce temps-là, j'ai avancé par 6 ans. C'est vrai que j'ai avancé lorsque j'étais à la maison. J'ai terminé mes études doctorales très vite. En 3 ans, j'ai terminé mes études doctorales et j'ai donné le temps à mon mari pour qu'il puisse lui aussi terminer. Et je décide de rentrer en Égypte. Ce n'était pas facile parce qu'il voulait rester en plus aux États-Unis. Et il a terminé ses études post-doctorales et on rentre ensemble en CED. Lorsque je suis occupée, il étudie à mon fils. Lorsqu'il est en voyage, c'est moi qui emmène le petit à l'école et qui étudie avec lui. Même le petit est habitué à faire ses études lui-même, à être seul, à se donner à nourrir. On a fait un enfant indépendant, qui ne dépend pas sur les autres. Parce que là, c'est le grand défaut des parents égyptiens qui rendent leur vraiment enfants dépendants sur eux. C'est une maladie. Il faut avoir un fils qui savent s'habiller et choisir ses habits et se donner à nourrir lorsque ses parents sont vraiment occupés et qui peuvent choisir ses collègues, de bons amis pour vivre. Et là, c'était très difficile de faire tout cela lorsque nous sommes tous les deux occupés, mais on trouvait le temps pour sortir ensemble, cuisiner ensemble, pour s'occuper du petit et pour étudier avec lui. C'était difficile, mais un bon équilibre fait une bonne famille. À un moment donné, l'Égypte avait pensé à avoir recours au charbon comme source d'énergie, mais il y avait également des doutes ou des critères concernant ce choix. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a toujours la Chine et l'Angleterre qui utilisent le charbon et d'autres pays en Europe. Mais on ne le dit pas souvent parce que c'est toujours les gens qui veulent vous convaincre d'une idée. Ils sont en train de dire une partie de la vérité. Nous sommes un grand pays qui a de grands problèmes économiques et on a besoin de mettre l'argent dans le bon endroit. Si on investit beaucoup sur l'infrastructure de l'électricité, en même temps on a de problèmes de foreign currency. Les devises étrangères. Voilà. Qu'est-ce qui est plus important? Donner des gens, les pauvres, à manger et avancer l'éducation et les infrastructures de l'eau et de l'électricité, ou choisir une bonne source d'électricité qui ne fait pas tant de pollution et faire une famine ou les gens qui ne trouvent pas de source pour leur santé, pour leurs médicaments et pour les médecins. Et c'est un équilibre. C'est pas facile de choisir une source et demander d'avoir toutes les bonnes choses dans la vie. C'est pas si facile. Il faut être en équilibre. Est-ce qu'on a les ressources? Est-ce qu'on n'a pas les ressources? Est-ce que ça va nuire vraiment pour une longue durée? Est-ce qu'on va utiliser ça pour une très longue durée pour faire une grande pollution? Comme j'ai dit, il faut varier notre ressource d'électricité comme les ressources d'électricité qui viennent de ressources solaires ou énergie solaire ou du vent ou géothermique ou de l'énergie nucléaire. Ça, c'est une autre ressource, les combustibles. Il faut aussi la varier. Docteur Hoda Bouchedi, en contemplant votre vie aujourd'hui, quels sont les défis majeurs ou les épreuves que vous avez affrontées au cours de votre vie? Les défis que j'ai faits, j'ai perdu beaucoup de temps sur des choses qui sont très importantes dans ma vie et j'ai eu beaucoup de mal de cœur parce que j'ai investi dans des amis qui n'étaient pas vraiment à la hauteur de l'amitié. Mais ça fait mal au cœur parce que je suis une personne un peu sentimentale qui aime les gens. J'ai eu tort dans ma perception de donner de bons moments à des gens qui n'étaient pas à la hauteur d'être des amis. C'est ça qui me fait investir aussi tant de bons amis partout dans le monde. Et j'ai gardé des amis pendant des années et des années. Je fais des amis parmi mes élèves. Les seuls défis, c'est la perte de temps. Mais j'ai bien investi le temps pour faire ma carrière et pour la famille et pour prendre soin de mes parents lorsqu'ils étaient âgés. Ils avaient besoin de moi. C'est la seule perte de temps qui a été bien investie. Et comme Edith Piaf dit, non, je ne regrette rien. Il n'y a rien que je regrette dans ma vie que simplement une perte de temps. Mais c'est bien justifié, c'est de l'expérience. Si vous saviez au passé ce que vous connaissez aujourd'hui au présent, est-ce que vous auriez fait les mêmes décisions? J'aurais fait les mêmes choix. Sans regret, encore une fois? Non, je ne regrette rien. Quel était votre métier de rêve comme enfant? Une scientifique. Et vous avez pu accomplir votre rêve? Oui, et mon rêve, lorsque je serai retraitée, c'est de faire un programme sur la liaison entre les langues sémitiques et les langues prononcées. C'est ce que je veux faire quand je termine mon travail à l'université. À l'âge de 60 ans, c'est ce que je voulais faire. Trouver la liaison entre
les transformations vocabulaires dans les langues. Afin de bien terminer notre programme, je voudrais bien savoir, êtes-vous optimiste ou non, non seulement à propos de l'avenir de l'Égypte, mais également à propos de l'avenir de la femme égyptienne? Je suis optimiste pour l'avenir de la femme égyptienne. Nous sommes partout où il y a de membres de parlement femmes. Les nombres ont augmenté de la dernière fois que j'ai rencontré Madame Yumna. Ils ont augmenté les nombres. Il y a plein de ministres et les conseillères du président. Il y a beaucoup de femmes. Nous sommes dominantes. Et puis en même temps, je crois que notre société a vraiment avancé et je suis fière. On me dit qu'il y a des sociétés arabes où la femme n'a pas pu même conduire des voitures. Là, les femmes conduisent les voitures depuis les années 30 en Égypte. Il y a des femmes qui ont fait des études doctorales pendant peut-être 100 ans jusqu'à maintenant. Alors, je suis très confiante que la femme égyptienne elle avance. Et pour l'avenir de l'Égypte, ça dépend du travail du peuple. Je veux une seule chose à notre peuple, de travailler. On ne travaille pas assez souvent. Les gens se plaignent et se complainent de leur vie et de leur niveau social et ne travaillent pas assez souvent. Je trouve mes collègues qui veulent augmenter leur salaire et les gens et même notre jardinier, il veut augmenter son salaire, il ne travaille pas son boulot. Il faut travailler. Personne n'a dans la vie un repas gratuit. Il faut travailler pour avoir nos repas. Alors pour construire l'Égypte, il faut pas simplement un bon président, un bon gouvernement, il faut un bon peuple qui travaille et qui aime qui aime son pays et qui ne favorise pas leur parti et leurs croyances politiques aux dépens de son pays. Je veux que notre peuple s'unisse sur l'avenir de l'Égypte, pas simplement qui fait des dégâts parce que nous avons des conflits sur les idées politiques. Je veux qu'on se réunisse pour construire. Docteur Hoda Bouchedi, à la fin de notre interview, de la part de toute l'équipe de Femmes d'Égypte, on vous remercie infiniment pour nous avoir accordé cette occasion de parler avec vous de vos réussites, de vos aspirations et également de votre carrière. Merci. Chers téléspectateurs, c'était tout concernant notre édition pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine et une nouvelle femme égyptienne qui reflète la réussite de l'Égypte. Merci et au revoir.